merci mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision et auditeurs de Ma Bannière FM. Nous avons ce plaisir de vous retrouver en ce début de week-end pour votre magazine ou encore votre émission Angle saillant de ce jour. Nous avons donc le plaisir de recevoir pour vous 3 invités ce soir. Il serait peut-être normalement 4, mais de l'autre côté, les autres ne sont pas là, ou soit l'autre n'est pas arrivé. Voilà, donc nous allons nous adapter avec ces formats. Ils sont au nombre de 3. J'ai à ma droite M. Doudou Dinko, il est le secrétaire exécutif adjoint de l'ESID, le parti cher à l'honorable ou encore au président Martin Fayoulou Madidi, puisqu'il est le président de son parti politique à qui j'ai dit. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Doudou. Merci beaucoup, M. Roger. Je salue les co-débatteurs. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je salue les membres de mon parti politique et engagement pour la citoyenneté et le développement SID et surtout le président élu Martin Fayoulou Madidi. Voilà, j'aime beaucoup ça. Martin Fayoulou Madidi, le président élu. C'est comme ça qu'il l'appelle, soit qu'on l'appelle par le membre de son parti. Et à côté de lui, il y a également un de l'ESID, lui, ce monsieur Mike Mayaka, il est le communicateur de l'ESID. Je vous dis également, merci de répondre à cette invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci. Et en face de, ou soit à ma gauche, j'ai monsieur Simon Lusonso, un habitué de cette émission encore de Ma Bannière Télévision, de différentes émissions de Ma Bannière Télévision. Monsieur Simon Lusonso, il est avocat de profession, mais nous les recevons sous sa casquette d'analyste politique. Je vous dis, maître, mais à ce moment, monsieur Simon Lusonso en tant qu'analyste, merci de répondre à notre invitation. C'est à moi aussi de vous remercier, M. Roger. C'est un plaisir, surtout de communier, je le dis à chaque fois, de communier avec la population pour que celle-ci soit, n'est-ce pas, informée de la situation politique, comme l'émission l'indique, Angle saillant, pour débattre des questions saillantes, des points saillants qui brûlent, n'est-ce pas, l'actualité du pays. Voilà, merci. Évoquer les points les plus saillants de l'actualité du pays ou encore de la province. Alors, je commence avec M. Doudou Dinko, de votre côté. Nous parlons de 2 thématiques pour les rappeler aux téléspectateurs ou encore l'annoncer. Nous avions le 100 jours du gouvernement Guy Bandundu-Nguigi. C'est déjà 100 jours depuis qu'il a été investi comme gouverneur de province et depuis que son gouvernement a été investi par l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous allons lire les signaux à travers cette émission. Et deuxièmement, nous allons parler également de l'an 1, soit de cette année déjà finalisé ou concrétisé par l'Union sacrée de la nation. Les chefs de l'État a eu à se prononcer ou encore à s'adresser plusieurs fois à la nation congolaise pour parler de l'État de la République. Et c'est là qu'il a dit qu'il y avait blocage avec les amis des FCC avec qui il était en coalition. Voilà pourquoi il a eu à mettre sur pied l'Union sacrée de la nation pour booster un peu les choses et évoluer rapidement. Nous allons essayer un peu d'analyser également les signaux de ce côté de l'Union sacrée. Est-ce que ça va ou ça ne va pas? Sur la bonne voie ou nous sommes sortis de la voie? Nous allons analyser ça rapidement sur ces plateaux. Je commence avec vous, M. Doudou Dinko, cadre de l'ESID, exactement, secrétaire exécutif adjoint de l'ESID de votre côté. Quelle lecture faites-vous par rapport au bilan 100 jours du gouvernement provincial dirigé par le docteur Guy Bandundu-Nguigi? Merci beaucoup, M. Roger. Le bilan, nous devons dire la vérité, le bilan est largement négatif. Le bilan est largement négatif. Pourquoi? Parce que sur le terrain, en réalité sur le terrain, on ne voit rien du tout comme travail. Comme travail de la part du gouverneur actuel, M. Guibab, et son gouvernement. Je commence par la sécurité. Je commence par la sécurité. Déjà ici dans la ville de Matadi, il y a de l'insécurité. Il y a de l'insécurité. Nous voyons les Koulouna, les Koulouna qui sont en train de mettre mal à l'aise la population dans la ville de Matadi. Et puis à part ça, il y a eu évasion à la prison Kamolaï. Donc ce qui prouve à suffisance qu'il y a de l'insécurité totale dans la ville de Matadi. Déjà nous avons suivi à Mbanzangungu
À Mbanza-Ngungu, il y a des inciviques, il y a des gens, des inconnus qui ont brûlé des maisons, ils ont amené des gens. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont amené tous ces gens. Donc, pour ce qui concerne la sécurité, déjà, ça pose un problème. Ce qui prouve à suffisance que M. Guy Badou a échoué lamentablement. Et pour ce qui concerne les infrastructures modernes, nous ne voyons rien du tout. Nous ne voyons rien du tout comme construction des infrastructures. Donc là, déjà, ça pose déjà un problème. Et pour ce qui concerne la santé, déjà, il n'y a aucun centre construit par M. Guibad et son gouvernement. Donc là, en tout cas, il y a un problème sérieux concernant l'environnement. Il y a des déchets partout. Il y a des saletés partout. Les gouvernements provinciaux actuels, incapables de mettre la propriété dans la ville de Matadi et dans d'autres territoires de la province du Congo central. Déjà, tout ça, ça prouve à suffisance que M. Guibadou n'a pas bien fait son travail pendant ces 100 jours. Déjà, pour ce qui concerne la traçabilité relative aux dépenses au niveau de la province, là aussi, il y a un sérieux problème parce qu'il n'y a pas la transparence par rapport à la gestion financière de la province. Donc, déjà, il y a des gens qui sont en train de murmurer. Donc, il n'a par pas rapport à la rendu gestion. compte à la population de l'argent qui est entré dans la caisse. Effectivement. Donc, il faut qu'il y ait la transparence par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour déjà interpeller les députés provinciaux. Ils doivent faire leur travail. Les députés provinciaux doivent faire leur travail. C'est vraiment très, très important. Ils ont été votés par la population. Alors, leur travail est de contrôler tout ce que le gouvernement est en train de faire comme travail. Donc, si sur le terrain, il n'y a rien comme avancée significative, donc les députés nationaux doivent se mettre debout et puis interpeller pas surtout les députés provinciaux, mais nationaux. Plutôt les députés provinciaux. Les députés provinciaux. J'allais dire les députés provinciaux. Donc, ils doivent se mettre debout pour interpeller les gouvernements provinciaux de se mettre au travail, surtout les ministres des Finances. Et aussi, on doit, les gouvernements provinciaux doivent nous éclaircir par rapport à ce qui concerne la rétrocession. Parce qu'il y a la rétrocession, tout ce que les gouvernements provinciaux gagnent comme l'argent au niveau provincial. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Donc, ils doivent éclaircir les choses. Nous voulons que la province puisse aller de l'avant. Ils doivent nous éclaircir par rapport à tout ça. Voilà, il insiste sur l'esprit de redevabilité. Je reviendrai vers vous. Monsieur Mike Mayaka, que dites-vous quant à vous par rapport aux 100 premiers jours du gouvernement Guy Bandou? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, concernant le problème de M. Guy Bandou, M. Guy Bandou, avant qu'il devienne gouverneur de cette province, il savait très bien comment est-ce que notre province marchait. Nous avons eu tant de problèmes et M. Guy Bandou, aujourd'hui, il est gouverneur de notre problème. Nous étant que Congo, nous sommes censés, et plutôt les Congo, nous sommes censés de le dire. Nous sommes censés le dire que l'ordre public aujourd'hui est beaucoup plus troublé. L'ordre public est beaucoup plus troublé et M. Guy Bandou, il est dans l'obligation d'établir l'ordre public. Voilà, comme M. Dinko vient de le palper, l'insécurité demeure toujours ici à Matadi, voire même dans toute la province. Donc, je pense que M. Guy Bandou, il a l'intérêt de maintenir la paix. D'éviter certains désordres qui se passent dans notre province. Nous les Bas-Congo, nous les Né-Congo, nous sommes les gens respectueux.
Alors, nous allons vivre cette ambiance que nos moutas marchaient avec dans l'ancien temps. Donc, voilà, c'est un peu ça. J'exhorte M. Guy Bandou avec son gouvernement de faire le travail comme il nous a promis pendant qu'il était, depuis le jour qu'il était devenu gouverneur. Merci beaucoup. Faire le travail correctement comme il a promis devant les élus du peuple, soit devant les députés provinciaux. Alors, M. Simon Lusonso, de votre côté, vous êtes ici, nous vous recevons en tant qu'analyste politique. Nous espérons qu'il y aura vraiment des analyses. Qu'est-ce que vous pensez de ces 100 premiers jours du gouvernement Guy Bandou Ndongidi? Merci, monsieur le journaliste, de la parole. D'abord, je sollicite l'indulgence de la population qui nous suit par rapport à ma voix. Je suis un peu grippé, donc je pense que la population ne va pas me tenir guère quant à ça. Et donc, revenant à votre question, moi, je pense que il faudrait analyser cette question de manière objective, parce qu'aujourd'hui, même quand vous lisez dans la toile, à travers les réseaux sociaux, il y a des tendances, il y a des ceux-là qui vous disent, non, voilà, les bilans est fiasco, sans pour autant peut-être avancer des indicateurs, et tantôt une certaine opinion qui pense que le bilan est positif, et donc je pense que les avis, c'est bon, soit d'un ou de l'autre côté. Moi, en ce qui me concerne, d'abord pour anticiper, je voudrais dire qu'il est certes vrai que le bilan jusque-là, je dis bien, le bilan jusque-là n'est pas satisfaisant. Ça, je m'assime lorsque je dis ça. Jusque-là, parce qu'il y a encore des mandats. Et ici, il est question d'évaluer à mi-parcours les 100 jours, n'est-ce pas, de l'actuel exécutif provincial, du gouverneur Dr Guy Bandou Ndongidi. Mais je pense, contrairement à ce que mes co-débatteurs viennent d'avancer ici, je vois le volet sécuritaire. Vous savez, depuis qu'il est à la tête de la province, là, je dois souligner, je ne suis pas là pour... je ne suis pas collaborateur du gouverneur, mais je voudrais analyser de manière objective en disant, depuis qu'il est là, il y a une certaine accalmie. Vous comprenez? Avant son arrivée, nous avons décrit l'insécurité, les phénomènes Koulouna, il y a eu ceci, il y a eu cela, et des guerres qu'il y a eu entre des institutions provinciales, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale ainsi que le gouvernement provincial. Et vous savez, le gouverneur a tenu un discours. Déjà lors de sa campagne et aussitôt qu'il a été élu, il insistait sur la cohésion provinciale. Vous comprenez? La province ne peut se développer s'il n'y a pas de cohésion provinciale. La province ne peut se développer s'il y a des guerres entre les deux institutions de la province, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Si en cela, vous avez suivi aussitôt élu. D'ailleurs, ici, je voudrais peut-être informer mes co-débatteurs que nous avons tous suivi la première réunion interinstitutionnelle qu'il y a eu entre les deux institutions. C'est question de consolider, n'est-ce pas, la cohésion, c'est question de consolider, n'est-ce pas, la collaboration entre les deux institutions pour que les deux institutions marchent sur un même ordre d'idées. Parce que l'objectif ici, c'est de servir la population. L'objectif, c'est de travailler en faveur de cette population-là de la province du Congo central. Et donc, lorsque je dis le bilan n'est pas encore satisfaisant, pourquoi je le dis? Parce que nous attendons beaucoup du gouverneur. Parce que vous savez, il nous a parlé de l'emploi, il a parlé de l'éducation, la santé, ainsi de suite. Mais jusque-là, bon, je peux dire que c'est le décor qui est en train d'être planté. Mais les actions concrètes de grande envergure jusque-là, on ne les voit pas sur le terrain. Voilà pourquoi, étant Congolais, étant né Congo, nous ne pouvons que exhorter monsieur le gouverneur de se mettre encore au travail et encore. C'est-à-dire, s'il faut changer les fusils d'épaule, recadrer les tirs pour l'intérêt de la communauté, je pense que c'est ce qui est important. Et donc, ici, il y a tant nombre de secteurs, déjà dans le secteur éducatif, par exemple. Nous avons suivi pour la première fois, je pense qu'il a eu à payer, je crois, la prime aux enseignants. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Donc, ici, il est question, lorsque nous analysons, de voir noir là où il est noir et voir blanc lorsqu'il est blanc. Donc, c'est un peu ça. Et en dehors de ça, mes co-débatteurs vous parlent de la rétrocession. Vous savez, cette question, elle est éminemment juridique, c'est une question, je dirais, politico-juridique, parce que lisez la Constitution. La Constitution prévoit la rétrocession de 40% et que l'État, le gouvernement national doit 40% et la loi dit même que les provinces devaient retenir à la source. Vous comprenez? Mais ici, déjà, s'il faut critiquer l'exécutif qui ne rétrocède pas aux entités territoriales décentralisées. Or, déjà, la province elle-même a des problèmes en ce qui concerne la mobilisation des ressources financières. Parce que parmi les ressources que doit disposer la province, nous avons les 40%
qui doit en principe être retenu à la source. Mais toutes les provinces, depuis 2006, depuis que nous avons connu des élections, cette problématique, jusqu'à ce jour, on n'a jamais trouvé une solution. Tous les gouverneurs à l'unanimité plairent toujours, mais pourquoi on ne rétrocède pas? Maintenant, posez-moi la question, est-ce qu'il est possible qu'un gouverneur puisse retenir à la source les 40%? Et d'abord, pour retenir les 40%, comment faut-il partir en termes de calcul? Que faut-il retenir par rapport à quelle fiscalité, quel impôt, quel quoi que ce soit? Donc là aussi, il y a un vide juridique. Donc vous comprenez cette question, n'est-ce pas, de la rétrocession ne se pose pas nécessairement au niveau de la province, mais déjà au niveau du sommet, c'est-à-dire au niveau de l'exécutif national, ça pose déjà un problème. Et donc, il est question, moi je pense que c'est dans les 100 jours, d'abord le gouvernement doit réaliser les recettes, et engager des dépenses. Parce que c'est cela, n'est-ce pas, le budget. Lorsque nous parlons du budget, lorsque nous parlons de l'édit budgétaire, parce que ici, il faut dissocier l'Assemblée provinciale, qui a pour rôle, n'est-ce pas, disons, c'est l'organe délibérant, et l'exécutif provincial qui est là pour exécuter, n'est-ce pas, son programme qui a été voté au niveau, n'est-ce pas, de l'Assemblée provinciale. Et dès lors que l'édit budgétaire est voté, le gouvernement provincial doit, n'est-ce pas, réaliser des recettes, des ressources financières, pour exécuter les programmes qu'il a eu à présenter. Mais la question qu'on doit se poser ici, parce que s'il faut être objectif, qu'est-ce que le gouverneur avait promis à la population, qui devait par exemple exécuter dans les 100 premiers jours, et aujourd'hui, il n'a pas pu exécuter ce qu'il a promis à la population. Vous comprenez un peu? Mais maintenant là, nous sommes en train d'analyser qu'est-ce que le gouverneur a déjà fait, qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait, ainsi de suite. C'est de là que nous sommes en train de tirer la conclusion du genre, le bilan est positif, soit le bilan est négatif. Mais moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'il a promis à la population que dans les 100 premiers jours, c'est qu'il va réaliser? Le président Félix Tshisekedi, dans les 100 jours, je pense qu'il y a eu un programme d'urgence qu'il a présenté, qu'on devait construire des sauts de moutons, qu'on devait construire des maisons, ainsi de suite. Mais aussi longtemps que la population a vu, le président a dit, à telle époque, à tel endroit, on doit construire telle infrastructure, que cela n'a pas été construit. C'est à un moment-là, on dirait que voilà, il y a un échec. Mais, en conclusion, moi, j'ai dit, le bilan n'est pas encore satisfaisant. Parce que nous attendons le gouverneur dans plusieurs domaines, mais le décor est en train d'être planté. Le décor est en train d'être planté, mais le bilan, jusque-là, n'est pas encore satisfaisant. Merci, M. Doudou Dinko, votre réaction avant que vous ne puissiez proposer des pistes et des solutions. Merci beaucoup, M. Roger. D'ailleurs, en tout cas, je suis très content quand mon co-débatteur reconnaît que le bilan n'est pas satisfaisant. Donc, pour ce qui concerne les primes, mon co-débatteur dit que déjà il y a des enseignants qui ont reçu des primes. Est-ce que, bon, je ne sais pas, il y a combien des enseignants ont reçu les primes? Est-ce que ces enseignants sont mécanisés? Bon, moi, je vous départage en tant que journaliste. Donc, cette prime provinciale a été accordée à tous les enseignants de l'école primaire sans distinction. Donc, tous les enseignants des écoles primaires, les écoles publiques bien entendu, comme prime de la gratuité, pour soutenir la gratuité. Évoluez avec vos idées. Voilà, donc là, M. Roger, là, vous confirmez. Hein? Oui, mais ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Parce que moi, je ne confirme pas. Bon, vous pouvez vérifier, mais moi, en tant que journaliste, je vais seulement passer l'information. Parce qu'il ne faut pas que... c'est que moi, j'appelle tromper vigilance et peuple. Donc, vous faites une chose seulement pour tromper la vigilance de la population. Mais ensuite, après, vous allez voir que cet acte ne va plus continuer. Vous comprenez? Donc, tout ce que M. Guibadou pose comme acte actuellement, c'est-à-dire que ça doit, on doit sentir ça sur le terrain. Ce n'est pas dire que vous parlez, hein, qu'on a fait ceci, on a fait cela, mais sur le terrain, on ne sent rien. Monsieur Doudou Dinko, on doit être des réalistes. Vous avez votre temps, s'il vous plaît, monsieur Doudou. Oui. Bon, vous parlez du terrain. Oui. Nous venons de parler de l'histoire de la prime provinciale de la gratuité. Oui. Les enseignants de Thiela ont dit à notre reporter, à notre correspondant, qu'ils ont reçu la prime provinciale de gratuité. Les enseignants de Mbanzangungu ont dit, soit ont témoigné devant les micros du reporter ou du correspondant de Mabanière qu'ils ont reçu la prime de la gratuité. De même à Mwanda, Sekebanza et un peu Lukula. Je ne sais pas de quel terrain vous parlez. Monsieur Roger, je ne suis pas contre tout ça. Exactement. Si cela est ainsi, là, j'encourage, j'applaudis.
Vous comprenez? Voilà. Maintenant, là où je suis, là où il y a un problème, là où il y a un problème, il ne faut pas que vous posez tel acte seulement pour satisfaire les enseignants, soit la population. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait un soubassement, c'est-à-dire que ça doit être quoi ça? Vous devez prendre une décision qui va durer longtemps. Vous comprenez? Ce n'est pas que vous posez un acte seulement pour quelques temps. Et après, il n'y aura rien. Donc vous voulez, s'il y a cette prime, que ça puisse, que ça soit continuel. Voilà, que ça soit continuel. C'est ça le problème. Vous comprenez? Parce que déjà là, Guy Badou sait qu'il était déjà proche de son 100 jours. Alors pour lui, on doit poser maintenant des actes pour montrer aux gens en face du monde que voilà, on est en train de faire quelque chose. En réalité, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que vous devez poser des actes. Guy Badou doit poser des actes qui sera continuel, qui va aider, même si lui n'est pas là, que cela puisse continuer. C'est ce que nous voulons. Ok, merci beaucoup. Voilà. Alors, toujours avec vous, pistes de solutions. Nous continuons le tour. Comme piste de solution, je pour pense que le bilan soit prochainement positif. Voilà, je pense que Guy Badou doit d'abord travailler pas pour satisfaire son parti politique. Il ne travaille pas pour satisfaire M. Félix Tshisekedi. Il travaille pour l'intérêt de la province. Donc, c'est-à-dire qu'il doit travailler pour que la population de la province du Congo central puisse se retrouver. Dans son entourage, il doit d'abord mettre des gens, soit engager des gens qui seront à la hauteur de leurs responsabilités. Ce n'est pas que vous engagez des gens parce qu'il est soit de son parti politique, ou soit parce qu'il est de l'Union sacrée, même s'il n'est pas compétent, on lui confie la responsabilité parce qu'il est proche, soit de Félix Tshisekedi, ou proche ou soit il est membre de son parti politique. Là, en tout cas, ça ne va pas marcher. Donc, actuellement, nous disons que le bilan est négatif. Il lui reste encore quelques mois, si tout va bien, une année. Hein, il lui reste encore une année. Donc, il doit encore fournir des efforts pour que la province puisse aller de l'avant. Donc, il doit engager des gens compétents qui seront à la hauteur de leurs responsabilités et puis ne pas confier la responsabilité aux gens qui ne sont pas compétents. Merci beaucoup. Voilà, donc miser sur la méritocratie, voilà, ceux qui peuvent défendre quelque chose, leur confier ces tâches. Monsieur Mike Mayaka, qu'est-ce que vous pensez comme piste de solution pour que le bilan que vous estimez négatif soit positif à l'avenir? Oui, en fait, je dirais qu'on ne peut pas toujours rester à être coriace en disant que M. Guy Badou ne travaille pas bien ou il travaille bien. On doit toutefois équilibrer les choses. Oui, c'est aussi quelqu'un qui est venu prendre la province, du moins presque à la fin du mandat de l'ex-gouverneur. Mais pendant ce temps-ci, M. Guy Badou, il doit essayer un peu de marquer cette province. Il doit essayer de marquer cette province pour gagner la confiance des Bakongo, de nous les Né-Congo. Alors, ils vont quand même essayer de travailler dans la transparence. Travailler dans la transparence, dans l'amour, comme j'avais dit précédemment, de ce que lui-même, il nous a promis, concernant, comme mon co-débatteur vient de le dire, concernant la cohésion provinciale et tout ça, le développement qu'il avait martelé, concernant la construction des centres de santé, etc., tout ça. Donc, il essaye un peu de mettre tout ça en pratique. Parce que nous, les Congolais en général, mais particulièrement les Bakongo, le parole seul, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais il faut qu'il y ait quand même des actions, donc qu'il puisse un peu matérialiser ce qu'il nous a promis. Voilà. Merci beaucoup, matérialiser ce qu'il a promis. Monsieur Simon Lusonso, en tant qu'analyste, qu'est-ce que vous proposez comme piste de solution, puisque vous également vous aviez indiqué que le bilan n'est pas jusque-là satisfaisant? Bon, avant de donner des pistes de solutions, je voudrais réagir aux propos de mes co-débatteurs.
Le premier intervenant, mon ami de Lamouka, qui dit, non, voilà, les gouverneurs par rapport à la prime, il ne faudrait pas poser des actes pour satisfaire la population, je ne sais quoi là. J'ai suivi. Mais apparemment, il a essayé de vaciller, il s'est contredit. Tantôt, ça mérite applaudissement, tantôt il dit, non, voilà, pourquoi satisfaire. Mais lorsque on est gouvernant, on est là pour les gouverner. C'est-à-dire, les gouverneurs ou l'exécutif provincial est là parce qu'il y a une population. Et s'il faut satisfaire, il n'y a que la population qu'il faut satisfaire. Lorsqu'on paye la prime aux enseignants, c'est pour l'intérêt de la population. Ce n'est pas son argent, mais il paye la prime aux enseignants. Et c'est le social même de la population. Et donc, cela mérite encouragement. Donc, il ne faut pas dire, non, voilà, parce qu'on a payé quelques enseignants, ou sinon on a payé seulement les enseignants et que cela n'entre pas, n'est-ce pas, dans l'actif de ces actions. Non. Donc, ce qui mérite encouragement, comme je l'ai dit, voyons noir quand c'est noir et voyons blanc quand c'est blanc. Ce qui mérite d'être encouragé, il faut encourager. Donc, moi, je pense que, je l'ai dit, le décor est tenté d'être planté, il a commencé quelque part, il a payé la prime, et donc, en dehors de ça, je pense, actuellement, vous savez qu'il est à Boma, on est en train, n'est-ce pas, de curer la rivière. Le curage de la rivière Boma, de la rivière Kalam plutôt, oui. Vous comprenez, cette rivière qui a endeuillé de nombreuses familles, vous comprenez, moi, je connais une famille qui m'a resté à Boma, qui aujourd'hui n'existe plus. Et aujourd'hui, il fallait faire quelque chose parce que la saison pluvieuse est proche. Donc, moi, je suis en train de dire, les bilans, il est certes vrai, non satisfaisant jusque-là. Mais encore, parce que lorsqu'il propose des pistes de solutions, non, voilà ce qu'il recommande au gouverneur, non, il ne faudrait pas qu'il prenne, n'est-ce pas, les membres de son parti politique, mais ma foi. Vous savez, ça, vous êtes politicien, moi je suis analyste politique. C'est quoi un parti politique? Quel est le rôle d'un parti politique? Le comble, c'est qu'au Congo, dans nos partis politiques, nous ne sommes pas formés. Les partis politiques ont pour mission principale de conquérir le pouvoir. Et dès lors qu'on a le pouvoir, il faut les maintenir. Ça veut dire quoi? Dans les partis, on doit former tous les sympathisants du parti. C'est pour dire, une fois au pouvoir, c'est le parti qui va gérer. Je ne suis pas en train de dire que M. Guy Bandou doit dans son entourage nommer, il a déjà nommé d'ailleurs, doit avoir nécessairement les membres de son parti politique. Pas nécessairement, mais les membres de son parti politique doivent être là. Ça, nous sommes en politique. Le parti est là, le parti a milité. Donc, les membres de l'INC, je ne suis pas de l'INC, doivent se retrouver et tant d'autres partis qui ont concouru à cette bataille. Donc, voilà un peu, c'est vrai, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut la méritocratie, même de ceux qui doivent venir de son parti politique, mais des gens capables à la place qu'il faut. Ça pourrait, n'est-ce pas, avancer la province. Vous savez, moi, j'ai relevé quelque chose. Nous sommes dans un état de droit. Je n'ai jamais parlé de ça, mais je pense que c'est l'occasion et ça va encore alimenter les débats. Nous sommes dans un état de droit. Voilà ce que je fustige. Et c'est que les conseils que j'ai faits, non seulement au Congo central, mais c'est à travers presque dans toutes les provinces du pays. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, si les pays n'avancent pas, même nos provinces, parce qu'il y a détournement, il y a mégestion, il y a ceci, il y a cela. Pourquoi? Vous savez que le législateur a déjà réfléchi. Lisez la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Lisez l'article 24. Que dit cette disposition? Les membres du gouvernement provincial, à l'entrée de leurs fonctions et à la cessation de leurs fonctions, chaque membre du gouvernement provincial doit déclarer son patrimoine au niveau de la cour administrative d'appel. C'est une exigence légale. Je me pose la question aujourd'hui, allez à la cour d'appel du Congo central ici à Matadi. Allez vérifier. Quel est ce ministre provincial? En commençant par les gouverneurs, les vice-gouverneurs, parce que lorsque vous lisez l'article 23 de cette loi, il est dit, le gouvernement provincial est composé du gouverneur, du vice-gouverneur et des ministres provinciaux. Allez vérifier, posez la question, quel est ce ministre qui a déclaré, n'est-ce pas, son patrimoine au niveau de la cour d'appel? Et lorsque vous lisez la loi, celui qui n'a pas déclaré ses biens, il est réputé démissionnaire et le délai accordé à tout un chacun, c'est d'un mois. Et à la fin des fonctions, chaque membre du gouvernement doit également faire la même déclaration pour voir s'il y a eu enrichissement illicite. Mais c'est là généralement. Vous voyez la loi elle est là. Nous disons que nous sommes dans un état de droit. Posez la question à monsieur le gouverneur. Quel est de tous ces ministres provinciaux?
quel est celui-là et lui-même qui a, aussi. et lui-même bien sûr, parce qu'il est dedans, il fait partie de l'équipe gouvernementale, poser la question, qui a obtempéré à cette disposition légale, alors que la loi dit c'est lui qui n'a pas déposé, qui n'a pas déclaré ses biens au niveau de la cour d'appel, il est réputé démissionnaire. Et en cas de déclaration frauduleuse, la justice peut être saisie. Et dans les cas sous examen, le procureur près la cour de cassation peut saisir la justice. Voilà des questions auxquelles nous devons réfléchir, parce que c'est pour éviter l'évasion fiscale. Vous verrez un ministre, il est là, 2 mois, 3 mois, une année après, il devient riche, il vous construit ça et là, sans pourtant savoir par rapport à ce qu'il gagne, et ça ne marche pas. Vous avez suivi les débats au niveau national avec l'honorable Jean-Marc Aboun, par rapport à ce qu'il a acquis comme richesse, comme bien, ainsi de suite. Il s'est justifié. C'est cela la cause. Et aujourd'hui, pour arrêter cette hémorragie, je pense que les instruments juridiques sont là, les textes légaux sont là. Ce sont des textes qu'il faut respecter. Nous pouvons réaliser des recettes, mais si l'argent entre dans les poches des individus, c'est là où ça pose problème. Voilà pourquoi l'occasion même d'interpeller l'Assemblée provinciale, de veiller à ça. Ce n'est pas parce que lorsque vous parlez un même langage avec l'exécutif provincial et que le contrôle doit être, je ne sais... Donc, le contrôle et la collaboration, c'est deux choses différentes. Ce sont des choses différentes. Vous collaborez, mais le contrôle doit être rigoureux. Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et d'ailleurs, il est le principe d'ailleurs latin, même dans la Bible, qui dit « Qui bene amat castigat », c'est-à-dire qui aime bien, châtie bien. Et donc, l'Assemblée doit faire son travail, l'exécutif provincial également doit faire son travail. Merci beaucoup. Nous avons encore quelques minutes. Monsieur Doudou Dinko, nous changeons de thématique. Je ne sais pas s'il y a une réaction, mais vous allez réagir dans l'autre thématique également. Nous parlons de l'Union sacrée de la nation. Cette coalition gouvernementale, la deuxième, sous le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisque nous avions commencé, soit il a commencé son mandat avec le FCC Cash, qui finalement a été révoqué ou a été rompu. Cette coalition a été brisée pour qu'il y ait une nouvelle coalition gouvernementale, l'Union sacrée de la nation. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de l'Union sacrée depuis que ça a été mis en place et depuis que l'Union sacrée gère les affaires? Ce que nous devons retenir d'abord, M. Roger, l'objectif principal de l'Union sacrée était de faire disparaître la Mouka. C'était ça. Pas les FCC? Non, plutôt la Mouka. Comment? C'était ça l'objectif principal de l'Union sacrée. Déjà, je tiens à féliciter le président Eli Martin Fayoulou pour avoir refusé catégoriquement de s'adhérer à cette... Donc, il était aussi sollicité? Mais effectivement. Et déjà, le président Eli Martin Fayoulou avait dénoncé en disant que l'Union sacrée, c'est FCC cash élargi. Et aujourd'hui, on voit de la même Mende, ils sont nombreux là, les politiciens, tous ces jouisseurs qui ont travaillé avec Joseph Kabila sont aujourd'hui à l'Union sacrée. Vous comprenez? Donc, le bilan est largement négatif. Déjà là, qu'est-ce qui ne marche pas dans l'Union sacrée? Ça pose un problème de cohésion entre les leaders ténors des partis politiques qui sont actuellement dans l'Union sacrée, notamment Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et les autres. Hein? Donc déjà, ça pose déjà un problème d'organisation, parce que jusque-là, on doit dire la vérité. Actuellement, l'Union sacrée n'existe plus. Parce que l'Union sacrée n'organise même pas... L'Union sacrée n'existe plus alors que c'est implanté maintenant même en province. En réalité, ça n'existe plus. Vous avez vu déjà la motion de défiance contre Chérubin. Rejeté. Donc déjà, même à l'Assemblée nationale, on doit dire que l'Union sacrée n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc déjà, ça pose déjà un problème. Mais Chérubin est de l'Union sacrée et sa famille l'a protégé. Il est de l'Union sacrée, mais il est dans l'ensemble pour la République. Actuellement, ça ne va pas entre Moïse Katumbi et
Félix Tshisekedi. Donc, entre ensemble pour la République mais monsieur, et monsieur l'UDPS, Dinko, il y a déjà un problème. permettez-moi quand même de vous poser cette question plus claire. Oui. Si réellement ça ne marchait pas entre Ensemble pour la République Oui. et l'Union sacrée en général, Oui. Chéribin, aucun des devrait quitter les bateaux. Non, non. Là, la question là est réservée aux membres de l'ensemble pour la République. Mais c'est Bon, que moi je les sais. jours à venir, parce peut-être que il voilà, c'est que moi je sais. Parce que déjà Moïse Katumbi, vous avez suivi la déclaration de qui est le porte-parole de Moïse Katumbi. Monsieur, c'est qui encore le nom Olivier Kamitat, vous avez suivi. Olivier Kamitat a dit que vouloir ou pas, le pouvoir actuel doit respecter les délais constitutionnels. Donc, les élections doivent être organisées dans les délais constitutionnels. Mais on peut donc, être dans l'union sacrée, vous acceptez que les élections puissent être organisées. C'est-à-dire qu'il ne parle, ces derniers temps, les deux partis politiques, donc, c'est-à-dire Moïse Katumbi ne parle pas le même langage avec ceux qui sont dans l'union sacrée, bien qu'il est dans l'union sacrée. Vous comprenez? Donc, il ne parle plus le même langage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà un problème. Voilà pourquoi, déjà par rapport aussi à la gestion du pays, dans la gestion, par rapport à la gestion du pays, déjà là, il y a un problème parce que rien ne marche. Rien ne marche. Le gouvernement des Warriors. Déjà, M. Félix Tshisekedi avait dit que l'union sacrée va marcher selon sa vision, à lui. Donc, aujourd'hui, s'il y a échec sur tous les plans, sur le plan sécuritaire et économique, environnement, toute éducation. Donc l'échec est sur tous les plans. L'échec est sur tous les plans. Donc déjà là, il y a déjà les membres, l'ensemble pour la République qui dit que lui, il ne va pas partager le bilan avec l'IDPS. Donc vous comprenez. Et de l'autre côté, il y a l'IDPS qui dit que non, le bilan sera partagé le bilan sera partagé ensemble. Mais ça, c'est la réalité avec toutes les parties prenantes, tous les partis politiques qui sont dans l'union sacrée. Oui, puisqu'ils gèrent aussi. Ce qui est rejeté maintenant par l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Donc, ça prouve déjà qu'il y a un problème au sein de l'union sacrée et l'union sacrée était constituée pas pour l'avancement du pays, pas pour l'intérêt de la nation, mais pour les intérêts individuels. Donc là, déjà, ça prouve à suffisance les intérêts individuels, bon, ça n'engage que vous. Non, ça se voit sur le terrain. Bon, ça ne nous engage pas. Moi, ça ne m'engage pas. Ça n'engage que vous, puisque vous en êtes l'auteur. Monsieur Mike Mayaka, qu'est-ce que vous pensez de l'union sacrée de la nation une année après? Voilà, là, c'est aussi un grand problème. Parler de l'union sacrée, moi, je vois que ces noms de sacrés-là, il faut les changer. Ce n'est pas vraiment une union sacrée. Donc cette union n'est pas sacrée. Oui, ce n'est pas sacré. Pourquoi? Parce que cette union, sa vision, comme eux le disent, sa vision, je ne sais pas si c'est quelle vision. Je pense que c'était juste un acte apparent. Hein. L'acte réel était déjà caché parce qu'on ne connaît pas vraiment c'était quoi cette vision. Parce que si c'était pour une vision, ils ont adhéré derrière la vision les peuples d'abord. Exactement. Oui. Exactement. Parce que je pense que les gens de l'union sacrée, ils sont là pour s'enrichir de plus. Vous voyez, pour s'enrichir de plus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ils parlent de l'union sacrée, mais le Congo tombe de plus en plus dans un trou qu'on ne peut même pas imaginer. Hein? Mais à quoi sert cette union sacrée? Donc c'est un peu compliqué. Moi je dis que lorsqu'on doit continuer toujours de faire la politique, dans la politique c'est un problème dangereux pour ce pays, surtout pour nous les jeunes. C'est pas bon. On doit essayer de recadrer les choses parce que dans l'union sacrée, il y a plusieurs personnes qui sont là, qui ont de leur vision, qui ont partagé dans leur parti politique. Et ils sont maintenant ensemble pour recadrer le pays. Je ne pense pas qu'ils vont marcher dans les droits chemins. C'est toujours un problème concernant cette union sacrée et j'ignore jusqu'aujourd'hui de parler d'union sacrée parce que ce n'est pas sacré. Merci beaucoup. Pour vous, cette union-là n'est pas sacrée. Monsieur Simon Lusonso, qu'est-ce que vous pensez, votre lecture par rapport à cette première année de gestion de l'union sacrée de la nation? Merci de la question. Je pense que je ne suis pas... Là, je n'engage pas l'union sacrée. Voilà, même si vous êtes de l'union sacrée, voilà, mais nous vous recevons en tant qu'analyste politique. Exact.
Mais étant aussi citoyen congolais, je vis au Congo, je connais c'est quoi l'union sacrée, ainsi de suite. Mais d'abord, il faut rappeler à l'opinion que l'union sacrée, c'est la vision conçue par les chefs de l'État qui a consisté, n'est-ce pas, à une nouvelle façon de gouverner, c'est-à-dire mettre l'homme au centre des intérêts, mettre les Congolais au centre des intérêts. C'est ça, en fait, l'union sacrée. C'est-à-dire servir la population, travailler pour les bien-être de la population. Donc, l'homme, les Congolais doivent être au centre de toute action. L'intérêt privilégié, l'intérêt général. C'est ça, en fait, l'union sacrée. Comprenez, une nouvelle façon de gouverner, donc la bonne gouvernance. C'est ça, en fait, il faut résumer ce que c'est. Alors, sur terrain, qu'est-ce que vous pensez? C'est autour de cette vision que ceux-là qui ont estimé que la vision était bonne, ils ont adhéré à cette vision. Vous comprenez? Mais déjà, permettez-moi de réagir rapidement par rapport au propos de mon co-débatteur de Lamouka, qui se contredit malheureusement. Lorsqu'il prend parole, il vous dit, non, voilà, l'union sacrée a été créée pour faire disparaître la Mouka. Malheureusement, il soutient lui-même que, non, voilà, lorsque l'union sacrée a été créée, Martin Fayoulou a été intéressé pour qu'il soit membre de l'union sacrée. Soutenir une chose, c'est là où je vais citer. C'est ça ma conclusion. C'est ça ma conclusion. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit que vous vous contredisez. L'objectif était de débaucher les voilà, leaders. tolérance. Vous vous contredisez, j'ai la parole. On ne peut pas créer une structure pour faire disparaître une autre et en même temps solliciter cette structure-là que vous estimez qu'on veut faire disparaître, solliciter à être membre. Non, c'est une contradiction. Parce que si l'union sacrée avait été créée pour faire disparaître, je ne sais, la Mouka ou sinon les idées, je ne pense pas que M. Martin Fayoulou serait invité à faire partie de cette grande famille, l'union sacrée. Vous comprenez un peu? Donc moi, je pense que c'est une contradiction. Il faut recadrer les dires par rapport à ça. En ce qui me concerne, ce qui importe les bilans. Vous savez, l'union sacrée en soi n'est pas mauvaise. La vision en soi n'est pas mauvaise. Ici, je voudrais marteler, je voudrais insister que le problème du Congo, ce sont les animateurs des institutions. C'est ça le problème. L'homme congolais, la mentalité congolaise. C'est là où il faut travailler. Les bilans, je suis tout à fait d'accord. J'ai eu déjà à analyser ces bilans sur ces plateaux en disant que les bilans, les concepts que j'avais utilisés, j'avais dit que le bilan était mitigé. Et je réitère en disant jusqu'à ce jour, en disant plutôt que le bilan est mitigé. Vous comprenez? Les chefs de l'État ont de bonnes intentions pour ces pays. Les chefs de l'État ont la volonté de pouvoir travailler pour ces pays. Mais hélas, il y a dans plusieurs secteurs où il faut sérieusement travailler et les efforts sont en train d'être fournis. Je peux vous citer un exemple. Vous savez, dans la fonction publique, à un certain moment, on ne pouvait pas maîtriser l'effectif, n'est-ce pas, des agents des carrières de l'État. Mais aujourd'hui, on est en train de recenser les agents, n'est-ce pas? Vous êtes à Matadi, vous vivez ça. On est en train de recenser. Les VPM, n'est-ce pas, de la fonction publique étaient ici à Matadi. Ce sont des efforts. C'est-à-dire qu'il faut partir de quelque part. Vous l'avez dit, vous avez soulevé. D'où vient le pays? Je n'aime pas surtout moi soutenir à tout moment d'où vient le pays, d'où vient le pays, d'où vient le pays. Parce que ceux qui viendront vous diront également d'où vient le pays. Mais nous sommes en train ici de reconnaître que nous venons de quelque part. La gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, peut-être vous êtes parents, je pense. Vous avez des enfants à l'école primaire. Aujourd'hui, il y a des parents qui sont très à l'aise, qui ne déboursent plus un rond pour que les enfants aillent à l'école. Allez vérifier les statistiques. Le nombre d'enfants scolarisés a augmenté sensiblement grâce à la volonté du chef de l'État. Il a promis lors de sa campagne électorale, aussitôt élu président de la République, il a mis en exécution, n'est-ce pas, cette vision de la gratuité. Aujourd'hui, alors que la gratuité était constitutionnelle pendant l'époque de Joseph Kabila, on n'a pas assisté à cette gratuité de l'enseignement. Donc, cela aussi mérite les applaudissements. Et ça fait partie de la vision du chef de l'État. Vous comprenez, un pays dont les taux d'analphabétisation est très élevé, c'est un pays voué à l'échec. Donc, il faut commencer par l'éducation. Et l'éducation de base, c'est l'école primaire. Donc, il a commencé quelque part. Il y a beaucoup à faire dans ce pays. Il y a beaucoup à faire. Mais il faut commencer quelque part. Le secteur de la justice, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la corruption, n'est-ce pas? La corruption qui gangrène le pays. Mais pour lutter contre la corruption, quel est l'appareil qui doit mater cette corruption? C'est quoi? C'est la justice. Vous avez suivi, on a organisé les concours de recrutement des magistrats. Parce qu'il y a carence de magistrats dans les recoins du pays. Et aujourd'hui, l'appareil judiciaire, cet appareil judiciaire, doit être vu d'une autre façon. Voilà pourquoi des efforts qui sont en train d'être fournis. C'est-à-dire, il faut d'abord diagnostiquer les problèmes et maintenant poser ou sinon poser des actes, des actions pour trouver des solutions aux problèmes qu'on a eu à relever. Moi, je pense que les bilans, quand bien mitigés, mais il y a de la volonté et nous osons croire avec le temps, les choses
pour échanger. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. Mais Monsieur Doudou Dinko, vous avez 30 secondes pour réagir et puis faire votre dernier mot. Oui. On doit dire la vérité. D'ailleurs, mon co-débatteur doit dire la vérité à la population. Il est de quel parti politique et puis il est de quelle plateforme politique. Voilà, c'est une question. Il doit dire la vérité qu'il est de l'union sacrée. Et il ne faut pas dire que non, moi je ne suis pas de l'union. Non. Il faut dire la vérité. Si vous êtes de l'union sacrée, vous devez assumer que vous êtes. Non. Vas-y. Sans embâche. Alors, j'ai dit, vous n'avez pas bien compris. J'ai dit que je n'engage pas l'union sacrée. Vous comprenez? Je ne peux pas venir ici dire je suis tel par rapport à l'union sacrée, ainsi de suite. Je suis de l'alliance. La population me reconnaît, je suis de l'alliance des bâtisseurs du Congo. Vous participez aux activités. Mais vous m'avez posé la question, laissez-moi vous répondre. Mais vous m'avez posé la question. Attendez, je vous réponds. Je suis de la BACO, de l'honorable Pierre Anatole Matousila Malungeni Nekongo. Et la BACO est membre de l'Union sacrée. Jusqu'à ces jours. Et jusqu'à preuve du contraire. Voilà, merci beaucoup. Concernant les agents, bien sûr que la fonction publique, oui. La fonction publique. Il y a des agents fictifs jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais c'est pourquoi les contrôles Non, les contrôles. On a décelé, je vous informe. Je vous informe, la fois passée. Il y a la transparence par rapport à ça. Je vous informe qu'on a décelé. On a décelé des faussaires, je vous informe. Je vous informe. Concernant la gratuité de l'enseignement, si vous demandez un enseignant, celui qui est ici à Matadi, il va vous dire qu'il touche soit $150 ou $200. Si vous partez à Boma, là, l'enseignant touche $100. Pourquoi cette différence? Et vos enfants vous comprenez? Non, écoutez, des ressources. Mais aujourd'hui, les enfants étudient. Non, vous devez être sérieux. Là aussi, je viens de parler ici de ce qui concerne vigilance et peuple. Tromper vigilance et peuple. Vous devez être sérieux. La gratuité d'enseignement, ce n'est pas seulement que les parents ne puissent pas payer les frais pour les enfants, mais aussi il faut que vous puissiez réunir tous les éléments. Vous comprenez? Voilà. En construisant des écoles, il faut doter quoi? Bon, peut-être les programmes 145 territoires, ça ne suffit pas. C'est utopique. C'est un projet qui ne sera même pas réalisé. Vous avez parlé de la justice. D'ailleurs, lui-même, Félix Tshisekedi, il a dit que la justice, ce n'est pas, il n'y a pas du sérieux. Mais c'est pourquoi, mais je l'ai dit, vous me rejoignez. C'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi il faut revoir. Bon, chutez, quand vous dites qu'il y a la bonne volonté, moi je vous dis qu'il n'y a pas la bonne volonté. On a organisé les réquisitions de Il n'y a pas la bonne volonté. Il n'a pas la bonne volonté. Ok, il n'a pas la bonne volonté. Ça, c'est votre, voilà, c'est votre point de vue. Merci beaucoup. Déjà, pour chiter, pardon. Rapidement, 10 secondes. Vous avez suivi Moïse Nozagi quand il a interpellé Mbosokodi à l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Il y a des Moïse Nzangi ministre. Tingi Pouloulou. Vous avez suivi l'honorable Tingi Pouloulou. Quand il a interpellé Mbosokodi à l'Assemblée nationale, il y a de l'argent qui ont été débloqués depuis 2021 pour construire des routes à Kinshasa. Cet argent, jusqu'à aujourd'hui, c'est détourné. Vous comprenez? Donc, pour vous dire que non, rien ne marche. Rien ne marche. Merci beaucoup, Monsieur Mike Chité. Monsieur Mike, votre dernier mot. Pour Chité, je dirais plutôt, concernant l'enseignement, oui, c'est vrai. Parce que le problème de la gratuité de l'enseignement, c'est le point pivot pour ce gouvernement, parce qu'à tout moment, il martèle sur ça. Mais bon, ce n'est pas un problème. Mais disons ceci, arranger le problème pour les enfants pour qu'ils puissent étudier, mais déranger le problème pour les enseignants qui les enseignent, là, c'est aussi un grand problème. C'est aussi un grand problème, parce qu'aujourd'hui... Alors, concrètement, Chité, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui. C'est que nous voulons dire que le bilan de l'Union sacrée, et vraiment, je dirais que c'est négatif. C'est négatif. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, le mandat est presque à la fin, mais on ne voit pas vraiment qu'est-ce qu'on peut compter sur ces Merci beaucoup. Voilà. Maître, vous avez 30 secondes, vous chutez. En conclusion, par rapport à la première thématique, je pense qu'au niveau de la province, je l'ai dit, le bilan n'est pas satisfaisant. Pourquoi j'interpelle le gouverneur d'échanger les fusils d'épaule pour recadrer les tirs afin de travailler pour l'intérêt de cette population. Nous voulons voir des actions concrètes sur le terrain. Mais aussi par rapport au bilan sur le plan national de l'Union sacrée, je pense qu'il y a de la volonté. S'il faut citer les programmes de rajeunissement de l'administration publique, ça fait
partie du programme. La gratuité de l'enseignement, ça fait partie du programme. Les secteurs de la justice qu'il faut revoir. Voilà pourquoi on a organisé les concours de recrutement des nouveaux magistrats. Donc ça fait partie parce que le président a diagnostiqué les problèmes. Merci. Voilà, petit à petit, il est en train de travailler petit à petit, pour que les solutions soient travailler. trouvées. Mais il ne va pas terminer tous les problèmes du pays. Merci beaucoup. Il ne va pas terminer tous les problèmes du pays, mais il est en train de travailler petit à petit. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ces propos de M. Simon Lusonso que nous allons mettre point à notre émission de ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous remercions également l'équipe technique qui a concouru à sa réalisation. Là, nous voyons le chef technique Clovis Solo, les chargés de la production, Hervé Mena, Christian Simba derrière les caméras. Il était dans l'ombre. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez branchés sur ma bannière télévision et nous préparons déjà le prochain numéro de votre émission Anglais Saillant. Au revoir à toutes et à tous.